Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Le jeu fait-il partie de la culture? Pierre Parlebas. 1. Est-il vrai que tout est jeu? La culture, dans ses phases primitives, porte les traits d'un jeu et se développe sous les formes et dans l'ambiance du jeu. Cette position de l'historien néerlandais Johan Huizinga, 1872 à 1945, est sans équivoque. À ses yeux, le jeu est à l'origine même de la civilisation. Il imprègne toutes les grandes activités des sociétés et représente un facteur essentiel de la vie culturelle. Dans cette lignée, les grands pans de la vie sociale tels que le commerce, le droit, le langage, l'art, la poésie, la guerre ou la science auraient tous pris leurs racines dans le terreau de l'activité ludique. Ce recteur de l'université de Leyde va jusqu'à prétendre que la culture naît sous forme de jeu, et que le jeu précéderait la culture. Paru en 1938, cet ouvrage novateur, intitulé Homo Ludens, bouleverse les conceptions ludiques traditionnelles. Huizinga magnifie le jeu, lui accorde la capacité d'interpréter la façon dont toute société conçoit la vie et le monde. Mais s'il est vrai comme il l'écrit que tout est jeu, alors plus rien n'est jeu, puisqu'en s'identifiant à toute activité sociale, le jeu ne peut plus être distinctif. Étant partout, il n'est plus une réalité isolable et distincte. À cet expansionnisme ludique, se greffe paradoxalement une étonnante mise en retrait. En s'interrogeant sur la place du jeu dans la culture, Huizinga juge en effet que la forme ludique appelée sport s'éloigne de la pure sphère ludique et se situe en marge de l'évolution de la culture proprement dite. Le sport ne rentrerait-il pas de plein pied dans la catégorie des jeux? Est-il vrai, ainsi que l'affirme notre auteur, qu'il n'offre pas de rapport organique avec la structure de la société? Quel sens précis convient-il d'attribuer aux termes jeu, sport et culture? Si l'on y prend garde, le discours sur le jeu et la culture risque de donner lieu à un langage approximatif. Force est de constater que les termes pivots de ce livre, jeu, sport et culture, sont polysémiques. Il est classique de dénommer sport, aussi bien l'activité d'un quinquagénaire trottinant dans un sous-bois qu'une finale de demi-fond aux Jeux Olympiques, sera qualifiée de fait culturel la façon de piler le mil au Sénégal, l'organisation des repas dans les îles du Pacifique ou la représentation d'une œuvre de Verdi à l'Opéra de Paris. Comment comprendre une telle disparité sémantique? Une exigence de rigueur s'impose. Il paraît illusoire de recourir à ces notions, si nous ne savons pas comment les définir avec une précision raisonnable. Liée à des enjeux économiques et politiques d'envergure, la notion de culture a été l'objet de vives controverses. Elle a donné lieu à des interprétations normatives, souvent relatives à des entreprises de domination, notamment coloniales, qui ont été violemment prises à partie et remises en question. Dans ce champ tumultueux, on a pu relever près de 200 définitions du terme culture. Aussi serait-il chimérique de prétendre en donner une présentation complète en quelques paragraphes. En revanche, il semble possible d'identifier de façon schématique les grands courants qui ont alimenté la problématique de la culture depuis plusieurs siècles et d'examiner leurs prolongements, souvent inaperçus, qui ont influencé le domaine des jeux traditionnels et des sports. Dans cette perspective, nous retiendrons 3 grands courants. 2. 3 grandes conceptions de la culture. 2.1. La conception d'une culture limitée aux beaux-arts. On peut considérer la culture comme un ensemble de connaissances, d'attitudes et de pratiques attachées au monde des arts et des humanités. On se réfère ici au patrimoine des arts et des lettres, accumulé depuis l'Antiquité. C'est en ce sens que l'on dira d'une personne avertie des développements de la littérature, de la musique ou de la peinture, qu'elle est cultivée. La culture est ici dans l'univers de l'esthétique et des beaux-arts dont le jeu serait absent. Cette acception de la culture est pourtant attentive à l'alliance de la réflexion et de la sensibilité, de la spéculation intellectuelle et des sensations corporelles. La place du corps est constamment revendiquée par la création artistique. Cependant, il faut bien reconnaître que le jeu et le sport ne sont pas pris en compte dans cette conception de la culture. Seules sont sauvées les pratiques physiques de type classique, souvent associées à une musique d'accompagnement telle que la danse, les ballets nautiques ou le patinage dit artistique. Il est frappant de constater que les activités à grande part d'improvisation et à coordination groupale telles les jeux et les sports collectifs,
ne sont pas considérés comme faisant partie de la création artistique. Il y a là un motif d'interrogation. N'est-il pas étonnant que le match de football ou de rugby qui déploie une luxuriance d'interaction collective mêlant les arabesques audacieuses dans l'espace aux accélérations fulgurantes dans le temps, n'ait pas fait l'objet d'une attention artistique et culturelle soutenue? La mise sous le boisseau de l'esthétique du jeu et du sport, particulièrement des symboliques du corps en action, témoigne d'un choix orienté. Le fait pour ces pratiques de susciter souvent un grand engouement populaire serait comme le stigmate d'une malédiction culturelle. La massification du spectacle sportif ne joue pas en faveur de la distinction culturelle. Cette conception classique de la culture se réfère à des domaines où la création humaine s'est donné libre cours avec de beaux succès en constituant un patrimoine mondial d'une extraordinaire richesse, architecture, musique, poésie, peinture, théâtre. Cependant, elle est limitative puisqu'elle dédaigne le domaine du jeu, tout comme d'autres pratiques, et tend à devenir l'attribut d'une élite sociale. Aussi, cet usage partial du terme a-t-il été replacé dans le contexte plus large de l'ensemble des populations de la planète. Dans cette optique anthropologique, on peut distinguer très schématiquement deux théories franchement opposées. L'une qui penche pour la teneur universelle de la culture, et l'autre qui valorise les particularismes de chacune des multiples cultures. 2.2. Des cultures à convergence universelle. Dans cette acception, culture s'oppose à nature. Ce dualisme classique entre nature et culture se retrouve dans tous les grands secteurs de la vie sociale et de la réflexion anthropologique. Le langage, les techniques du corps, le recours aux symboles, l'usage des outils, la transmission des techniques apprises, etc. 2.2.1. Une civilisation triomphante. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières ont souligné que l'homme avait réussi à se dégager de son animalité en produisant un ensemble de théories, de technologies, de valeurs et de normes de conduite qui sont au fondement de la culture. Par le recours à la raison, la nature primitive aveugle et isolante se serait muée en culture aboutie, lucide et universelle. Cette lente ascension de l'animal vers l'homme fut conçue comme un progrès, acquis par étapes successives. Une assimilation abusive de la théorie de Charles Darwin, en réalité postérieure et fort différente, qualifia cette conception d'évolutionniste. H. Spencer, L. Morgan, E.B. Taylor, J.G. Fraser, etc. Ne furent considérées comme civilisées que les sociétés dites modernes, c'est-à-dire celles qui, en suivant la loi du progrès, avaient convergé vers le modèle économique et politique de l'Europe occidentale. Ce type d'analyse débouche sur un classement qui échelonne les cultures successives en partant d'un niveau primitif, pour aboutir à un niveau supérieur, ce dernier étant le vecteur de la vraie civilisation. Ainsi que le souligne Denis Kuch, les conflits idéologiques, notamment entre l'Allemagne et la France, se sont cristallisés, entre autres, sur l'emploi du terme civilisation qui tend alors à indiquer un état de culture réputé supérieur aux autres. L'adjectif civilisé devient ainsi arbitrairement élitiste, tout comme l'est de son côté l'adjectif cultivé. On retrouve cette vision hiérarchisée dans les récits des explorateurs et des ethnologues de la première heure qui décrivent en termes normatifs les sociétés nouvellement découvertes qu'ils dénommèrent primitives, sauvages ou traditionnelles. On notera que le qualificatif traditionnel, accolé si souvent au terme jeu, n'est pas neutre dans cette optique et qu'il peut évoquer un jugement de valeur entre l'archaïque et le moderne, ce qui incitera à faire preuve de beaucoup de prudence dans l'emploi de ce vocable. La conception idéologique de la culture qui s'est imposée au XIXe siècle considère que chaque peuple se développe par étapes progressives selon le même schéma, faisant converger chacun d'eux vers la civilisation dominante du monde, idéologie qui se montrera favorable aux entreprises de colonisation en affirmant le bien fondé de leur rôle civilisateur. La culture scelle ainsi un devenir humain universel qui, au-delà des circonstances particulières géographiques et historiques, devient le point de convergence inéluctable de toutes les sociétés. Le jeu ne reste pas extérieur à ces courants d'idées. La transposition a été effectuée sans coup férir. Une foule d'auteurs et souvent les textes officiels eux-mêmes ont affirmé que les jeux physiques des sociétés modernes étaient d'une qualité supérieure et représentaient le couronnement recherché de l'éducation physique. C'est ainsi que les Jeux olympiques, vitrine culturelle des pratiques ludomotrices des sociétés occidentales,
ont été érigés en modèle suprême de l'ensemble des jeux de tous les pays du globe. Placés d'autorité sur les échelons inférieurs de cette échelle qualitative, les jeux traditionnels qui ont enchanté des générations de pratiquants sur tous les continents sont considérés comme des petits jeux, des jeux inférieurs, tout juste utiles à être éventuellement préparatoires aux jeux dits supérieurs, c'est-à-dire aux sports consacrés des hautes civilisations. Athlétisme, gymnastique, sport collectif, sport de combat, etc. On remarquera que les sports des Jeux olympiques sont effectivement tous issus du monde occidental, hormis 2 d'entre eux, le judo et le taekwondo, originaires du continent asiatique. Là aussi, on observe une théorie implicite de la convergence qui canalise toutes les pratiques ludiques vers les jeux physiques de la modernité, c'est-à-dire vers les sports consacrés. Ce point méritera d'être réexaminé. D'éminents auteurs ont, avec certaines nuances, adopté le point de vue de l'évolutionnisme culturel. C'est le cas du sociologue allemand Norbert Elias, 1897 à 1990, qui, dans La civilisation des mœurs de 1939, et surtout dans son ouvrage de 1972, Sport et civilisation. La violence maîtrisée, étudie les pratiques corporelles et les jeux en Angleterre, du Moyen Âge à nos jours, en rapport avec leur culture d'appartenance. Il montre que ces activités physiques ont été le vecteur d'un spectaculaire processus de civilisation. Étape par étape, commande-t-il, la pratique des jeux sportifs a favorisé l'intériorisation de règles collectives et la maîtrise de la violence. La sportification s'est manifestée comme une avancée du procès de civilisation. L'évolution des jeux s'est faite en faveur d'une pacification progressive des mœurs. Prenant ces exemples parmi le cricket, le tennis, le football ou la chasse au renard, Elias établit même un parallèle entre l'émergence du régime parlementaire dans l'Angleterre du XVIIIe siècle et le développement des jeux traditionnels qui, à la même époque, commençaient à se sportifier. C'est en ce sens qu'Elias affirmera que la connaissance du sport est la clé de la connaissance de la société. Un point de vue assez proche a été avancé, en 1958, par Roger Caillois, 1913 à 1978, dans Les jeux et les hommes. Soulignant que le destin des cultures se lie également dans les jeux, cet auteur montre que les sociétés modernes ont su aller plus loin que les sociétés anciennes. Elles ont réussi à se sortir du piège du tohu-bohu, ludique et social des peuples primitifs en devenant des sociétés à comptabilité. Autrement dit, elles se sont disciplinées et ont introduit dans leur jeu l'ordre et la raison dont le rôle civilisateur a donné accès à une culture aboutie. Tout comme Elias, Caillois s'inscrit délibérément dans la perspective d'une convergence vers une culture dominatrice à vocation universelle. En marche depuis plus d'un siècle vers la mondialisation, l'évolution des jeux physiques vers les sports institutionnalisés d'aujourd'hui illustre de façon spectaculaire cette convergence culturelle. 2.2.2 Le retour à la nature. Ce primat de la culture sur la nature va subir un spectaculaire renversement lorsque certains auteurs et non des moindres, dans la lignée de Jean-Jacques Rousseau notamment, vont affirmer que la société corrompt le bon sauvage, et qu'elle détruit l'harmonie originelle procurée par l'état de nature. Ce point de vue va connaître d'importants prolongements dans le champ des activités physiques et sportives. Les tenants de ce retour à la nature vont contester le bien-fondé de la culture sportive moderne en stigmatisant l'intrusion technologique, scientifique et même médicale qui lui fait cortège. Ils reprochent à cette culture le manque de contact avec les forces vives du milieu naturel, l'artificialité des gymnastiques analytiques et construites à prétention scientifique, la spécialisation outrancière, la performance exclusive et les relations frelatées du monde du sport. Dans la période contemporaine, en France, cette attitude a connu une officielle mise en œuvre dans la méthode d'éducation physique explicitement dénommée méthode naturelle conçue par le lieutenant de vaisseau Georges Hébert, 1875 à 1957. Cette recherche de rusticité et d'un mode de vie inspiré des sociétés traditionnelles s'est également illustrée dans le scoutisme, qui a connu un remarquable développement international sous l'impulsion du général Robert Baden-Powell, 1857 à 1941. L'être civilisé ne parvient pas à se développer aussi facilement et aussi naturellement que l'être non civilisé, affirme G. Hébert. Aussi doit-il accepter de revenir aux exigences physiques d'une existence conforme aux lois de la nature, et pour cela, il lui faut retrouver les gestes du primitif, du sauvage,
c'est-à-dire les exercices naturels et utilitaires qui sont ceux de notre espèce. La doctrine de la méthode naturelle apparaît comme une véritable caricature d'un retour nostalgique à la culture d'un âge d'or originel, qui fonctionne comme un mythe. Mais se déclarer en pleine communion avec la nature est encore une façon d'être issu de la culture. Une position anti-culture est évidemment une position née de la culture. C'est ainsi que les activités de pleine nature sont en réalité des activités de pleine culture. La complexité de la modernité, les apports de la haute technologie et les complaisances du confort sont récusés au profit de la simplicité et de la rusticité. Cette orientation vers une condition humaine non pervertie par la civilisation, cette exaltation des activités physiques rustiques et sans après, cette glorification des jeux traditionnels censés être spontanés et dénués d'artifices technologiques, plaide pour une culture qui elle aussi se pose comme universelle dans la recherche d'un idéal. Finalement, cette conception qui préconise une convergence vers l'état de nature des sociétés dites traditionnelles, est une réplique de la conception précédente mais en renversant l'échelle des valeurs. À la convergence vers un avenir unifié et supérieur, on oppose un retour vers un passé pur et fondateur qui doit se faire ici en direction de la nature des origines recouvrées. Sur un plan général, on retrouve divers éléments de cette conception dans certains aspects de la sensibilité écologique qui marquent notre époque de sa forte empreinte. Sur le plan des activités physiques et sportives, cette aspiration à un retour au corps dans sa pureté originelle, cet appel vers les vérités premières d'une innocence corporelle dépourvue de tout artifice de civilisation pervertissant, se manifeste dans les théories sous-tendant de très nombreux courants anciens ou actuels de gymnastique et d'éducation physique. Les deux types de convergence que nous venons d'évoquer sont diamétralement opposés, mais ils se rejoignent dans leur aspiration à un absolu idéologique. À telle enseigne que l'éminent pionnier de l'étude des jeux, Johann Huizinga, s'est fourvoyé dans une contradiction criante en défendant tour à tour et l'un et l'autre. Cet auteur place le vert paradis du jeu aux origines de la culture, puis de façon contradictoire, il perçoit que le ludisme contemporain est plus civilisé que le ludisme primitif. Il souligne le rôle civilisateur du jeu dans l'épanouissement progressif de la culture. Le jeu à la fois alpha et oméga de la culture. Puis, nouveau décalage, Huizinga croit découvrir qu'aujourd'hui la véritable atmosphère du jeu menace de se perdre, et que la teneur ludique du sport, ce jeu qui se fige en gravité, voit disparaître sa pureté originelle. On ne sait plus que croire. Même pour un historien chevronné, le jeu surgit comme un mirage qui fascine, un miroir déformant qui éblouit et désoriente. On en est conduit à conclure, pour reprendre une expression de l'auteur, que celui-ci s'est pris dans le filet magique et démoniaque du jeu. Ces obstacles sur lesquels ont achoppé les auteurs que nous avons cités, doivent apparaître comme des symptômes, ils sont révélateurs des traquenards dont est truffée l'étude des jeux. Ce domaine, d'un abord apparemment facile et que tout le monde croit bien connaître, se révèle redoutable. Une nouvelle approche du jeu est sans doute nécessaire, et il y faudra une rigueur conceptuelle à toute épreuve. 2.3. La singularité inéluctable de chaque culture, la culture en miettes. Un autre courant que l'on peut par certains côtés rattacher au culturalisme, et surtout au relativisme culturel, tend à considérer que chaque culture sécrète sa propre alchimie, ce qui la rend singulière. Les manières de penser le monde, l'activité humaine et les techniques du corps seraient particulières à chaque société. L'existence d'une multiplicité de cultures originales est un fait indiscuté en anthropologie. Ainsi que l'affirme Claude Lévi-Strauss, 1908 à 2009, la diversité des cultures humaines est beaucoup plus grande et plus riche que tout ce que nous sommes destinés à en connaître jamais. Cette diversité n'est pas nécessairement perçue comme suscitant une opacité dans les échanges, comme un obstacle au contact interculturel. Elle peut au contraire être considérée comme une richesse. Cependant, quand cette singularité des cultures est poussée à son extrême, le principe de convergence vers une culture universelle peut être battu en brèche au profit d'un éclatement des civilisations en de multiples foyers disparates dénués de principes unificateurs communs, par certains aspects, F. Boa, A.L. Kruber R.F. Bénédicte. Dans cette optique, la culture, c'est ce qui confère son identité à une population, c'est ce qui la rend distincte des autres.
Les activités dites de tradition propres à chaque population, les manières de vivre, de s'habiller, de se nourrir, de jouer, sont portées au pinacle. Ce refus de l'universalité au profit d'une dispersion en aires culturelles peut provoquer un repliement des cultures sur elles-mêmes et encourager une exaltation de l'identité de chacune d'elles. La communication, les contacts positifs entre cultures peuvent être considérés comme indésirables. Chaque population valorisera les pratiques du cru qui seront garantes de la pureté recherchée. Cette course à l'identité culturelle peut provoquer un morcellement en communauté, peu favorable aux échanges et aux influences interculturelles. Les savoirs et les pratiques sont l'objet d'un héritage qui s'inscrit dans un patrimoine identitaire se voulant pur et dépourvu de scories étrangères. Les jeux méritent ainsi le qualificatif de traditionnels et sont censés cristalliser dans leur accomplissement corporel l'ancienneté et l'originalité de leur culture d'appartenance. On parlera alors de jeux authentiques témoins fidèles d'un terroir, autour desquels graviteraient ce qu'on appellera des variantes de ces pratiques souches. Certaines communautés revendiquent ainsi l'absolue paternité de tel ou tel jeu, dont les manifestations en d'autres lieux ne seraient que des répliques déformées. Cette position propose un paysage ludique mondial conçu comme un kaléidoscope dont les images bigarrées se juxtaposeraient de façon étrange et sans lien entre elles. Les jeux de Patagonie seraient sans aucun rapport avec ceux du Mexique ou ceux de la Pologne. Chaque culture serait un système clos dépourvu de communication profonde avec les autres. La revendication identitaire de chaque civilisation, au nom de sa singularité inaliénable, conduirait à interdire tout principe de cohérence reliant les groupes humains. Poussée à son extrême, cette conception de la culture en miettes empêcherait même de se comprendre entre communautés différentes. Mais peut-on prétendre que le buskashi afghan, le cricket anglais, la pelote basque ou le paline mapuche du Chili sont inaccessibles et incompréhensibles en dehors de leur pays de prédilection ? Les jeux sportifs n'ont-ils pas été créés et n'ont-ils pas évolué dans le flux d'une histoire qui a connu de multiples emprunts et maintes infiltrations de culture à culture ? La position culturaliste est parfois à l'origine de crispations identitaires aux fondements douteux, pouvant faire obstacle à une étude sereine. 3. Peut-on définir la culture ? Les grandes conceptions de la culture, que nous venons d'évoquer, admettent de nombreuses nuances et maints entrecroisements. Cependant, dans leur brutalité même, elles soulèvent des problèmes fondamentaux relatifs aux rapports intimes unissant les jeux et leur culture d'appartenance. Le monde ludique a-t-il une vocation universaliste ou particulariste ? Est-il représentatif du berceau culturel qu'il a accueilli ? Est-il à l'image d'une humanité unifiée ou d'une humanité bariolée ? Retrouve-t-on dans les jeux les puissants ressorts qui activent leur société d'appartenance ? Les vastes fresques ludiques sont souvent séduisantes, mais elles reposent sur des présupposés normatifs, rarement explicités, qui préorientent toute interprétation ultérieure. Trop spéculatives, elles s'inscrivent dans des idéologies qui tendent à fermer le débat au lieu de l'ouvrir. Place doit être faite à une argumentation sereine et contrôlée. Il semble indispensable d'aborder la culture et les jeux en s'appuyant sur des référents contrôlables, sur des éléments opérationnels, à l'aide d'indicateurs issus de l'observation des faits de terrain. Nous ne pourrons relier sérieusement les jeux à la culture que si l'on se donne une connaissance accessible et contrôlable de ce que sont les jeux, mais aussi de ce qu'est la culture. C'est la raison pour laquelle, au sujet de ce dernier concept, nous retenons la définition proposée par l'UNESCO lors de la Conférence mondiale sur les politiques culturelles tenue à Mexico en 1982. La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Il n'est pas inutile de rappeler qu'un siècle auparavant, en 1871, l'anthropologue britannique Edward Taylor, 1832 à 1917, avait énoncé sa propre définition. La culture est un ensemble complexe qui englobe les connaissances, les croyances, les arts, la morale, les lois, les coutumes ainsi que les autres capacités et habitudes acquises par l'homme en tant que membre d'une société. Ces définitions n'opèrent pas de ségrégation normative préalable qui s'appuierait sur des critères organiques et raciaux,
sur des aspects dits primitifs ou civilisés, ni sur des caractères élitistes. Taylor a sans doute été l'un des tout premiers ethnologues à interpréter la répartition sur plusieurs continents de jeux de société, selon une perspective diffusionniste. Il s'agit d'un groupe de jeux diversement nommés selon leur lieu de pratique: Pachi, Kopur en Inde, Patoli chez les Aztèques, Parcheesi aux États-Unis, Ludo ou jeu des petits chevaux en Europe. Ces activités ludiques qui se pratiquent sur un plateau en forme de croix sont complexes car elles requièrent tout à la fois une part de hasard par le jet de plusieurs dés et une part de stratégie par les décisions des joueurs. Aussi Taylor considère-t-il, à la lumière de cette complexité, que ces jeux descendent d'une source unique, qui serait le continent asiatique. L'hypothèse est intéressante, mais elle reste à démontrer. À l'opposé, on peut penser que le même groupe de jeux a pu être réinventé à plusieurs reprises en des continents fort distants, à des époques variées et par des populations certes différentes, mais dont l'appartenance à une même humanité rend crédible des inventions ludiques similaires. Ainsi, dans l'esprit du jeu chez les Aztèques 1978, Christian Duverger s'interroge-t-il non sans raison sur cette origine. Le gigantesque problème qui se pose alors est de savoir si le Parcheesi et le Patoli ont été inventés séparément, l'un dans l'Ancien Monde, l'autre dans le Nouveau, ou bien s'il existe une filiation historique entre l'un et l'autre. Remarquons chemin faisant que Taylor considère que les activités ludiques par lui regroupées sont à ses yeux des représentants d'un même jeu, ce qu'il ne démontre pas non plus. Ce sera là l'un des problèmes fondamentaux qui se posera aux ludiciens. Peut-on caractériser avec précision l'identité de chaque jeu et attribuer éventuellement une même identité aux multiples pratiques apparemment proches que l'on appelle habituellement des variantes de ce jeu ? 4. La culture à grands traits. De ce phénomène complexe dénommé culture, dégageons 3 grandes lignes. La culture ne se limite pas à un secteur donné, beaux-arts par exemple. Elle n'est ni normative ni élitiste. Dans cette acception, les jeux s'affirment comme une manifestation culturelle parmi d'autres. C'est un phénomène à la fois individuel et collectif. Elle prend en compte les grandes productions collectives, croyances, arts, lois, coutumes, mais selon Taylor, elle appréhende aussi les capacités et les habitudes acquises par l'homme en tant que membre d'une société. Les comportements culturels ne sont pas innés, mais appris au cours de la vie sociale. L'ensemble des activités corporelles et ludiques est le fruit d'un apprentissage. C'est dans cette perspective d'enculturation que l'on peut considérer que les jeux détiennent un capital éducatif d'une portée considérable. 5. La culture mise en jeu, acculturation, évolution, diffusion. 5.1. Les phénomènes d'acculturation. En dehors de certains cas liés à un isolement géographique ou historique, les groupes sociaux entrent en contact les uns avec les autres. Ils se livrent à des échanges, ils commercent entre eux, ils cherchent souvent à imposer leur propre façon de vivre, parfois se combattent, éventuellement se réconcilient. À la suite des travaux de M. Herskovit, R. Redfield et R. Linton, 1936, on appelle acculturation un processus de changement des comportements et des contenus culturels, provoqué par le contact prolongé entre deux populations qui s'influencent de façon réciproque bien que rarement égalitaire. Ainsi, l'empreinte de l'Empire romain sur les pays méditerranéens et les pratiques de la colonisation témoignent-elles d'une acculturation spectaculaire à très grande échelle, de nature forcée ou planifiée, selon l'expression de Roger Bastide. Cependant, l'acculturation peut être libre sur le mode spontané et volontaire quand des groupes adoptent de plein gré des pratiques venues de l'extérieur qui les séduisent. Il n'en reste pas moins que les comportements d'acculturation sont rarement la stricte réplique du modèle, imposé ou choisi. La population d'accueil procède à des emprunts sélectifs et les réinterprète à sa façon, selon ses propres traditions et les conditions du contexte local. En retour, la population relativement dominante ne sort pas indemne du processus. Elle est elle aussi influencée à des degrés divers par ses contacts avec la population dominée. De ces processus de diffusion et d'influence à double sens, il ressort que la notion de culture pure est dénuée de réalité. Toute culture est une construction dynamique qui évolue au cours du temps en fonction d'ajustements ou de remaniements dus à des dialogues et des pressions extérieures. Finalement, toute culture est métisse, ce qui n'exclut nullement son éventuelle originalité. Dans la culture, la normalité c'est l'acculturation.
Phénomène culturel parmi d'autres, le jeu est soumis aux mêmes fluctuations. Ces phénomènes de changement peuvent se produire à grande échelle comme dans les situations de colonisation. Ainsi les pays occidentaux ont-ils imposé leurs pratiques sportives aux pays africains, ou à une petite échelle entre régions, voire entre villages, là où des microcultures ludiques se développent et coexistent. La réinterprétation par les croyances indigènes d'une pratique sportive apparemment reproduite avec fidélité est illustrée par Claude Lévi-Strauss lorsqu'il cite la pratique du football par les Indiens Fox. À la suite du décès de l'un des leurs, ces derniers organisent une activité qui revêt toutes les apparences d'un match de football. Deux équipes s'opposent en essayant de marquer des buts à l'aide d'un ballon. En réalité, le résultat de ce pseudo-jeu est acquis d'avance. C'est le clan de l'individu décédé qui gagnera systématiquement, et cela afin de complaire aux puissances surnaturelles susceptibles d'intervenir favorablement auprès des survivants. La compétition sportive est accent aigu interprétée comme un rituel. Une symbolique religieuse originale accorde au jeu une signification étrangère au modèle qu'elle imite en apparence, en phase avec les croyances de la population d'accueil. Parfois, une population qui se perçoit comme abusivement dominée, tente de se rebeller en lançant un mouvement de contre-acculturation. S'inscrivent dans ce courant les associations qui, de nos jours, remettent en avant d'anciens jeux traditionnels jugés représentatifs de leur terroir, mais mis sous le boisseau par les institutions modernes. Ainsi de la réhabilitation de la lutte bretonne ou gourenne, qui s'oppose à l'exclusivité de la lutte des fédérations sportives, ainsi d'une pléthore d'associations de jeux traditionnels, de quilles, de boules, de palets, de crosses, qui refusent l'hégémonie des sports consacrés et tentent de remettre à l'honneur, au nom de leurs racines ancestrales, les jeux délaissés au cours du XXe siècle. Il s'agit, écrit Guy Jaouen, d'un mouvement de réappropriation des cultures corporelles régionales, qui cherche à s'imposer en Europe depuis une vingtaine d'années. La contre-acculturation corporelle au bénéfice des jeux traditionnels est aujourd'hui amorcée dans de nombreux pays, et témoigne des aspects composites de toute culture qui est un carrefour de forces multiples en interaction. Les prétentions affichées à l'égard de certains jeux qui seraient réputés purs, doivent être abandonnées. Chaque jeu est au croisement de plusieurs influences, il est un moment, un arrêt sur image dans le flux d'une histoire. De nombreux auteurs se réfèrent à ce qu'ils considèrent comme un jeu souche apprécié comme le vrai jeu. Les autres façons de jouer à ce jeu ne seraient que des variantes, c'est-à-dire des versions plus ou moins perverties d'un modèle imité. Cette exaltation d'un pur diamant ludique brillant parmi la pacotille est une illusion risquant d'entraîner des malentendus et des interprétations dogmatiques faisant fi de la mouvance sociale. Il n'existe pas plus de jeux purs qu'il n'y a de pure culture. En revanche, les processus d'acculturation vont susciter un vrai problème. Ces modifications successives, ces adoptions de modalités de jeu nouvelles, s'inscrivent-elles dans une continuité ludomotrice sans faille? Y a-t-il rupture ou simple retouche? L'observation révèle que les jeux sont l'objet d'un bricolage. Tout comme dans les mythes qu'étudie Claude Lévi-Strauss, on s'arrange avec les moyens du bord. Les participants s'adaptent aux contraintes locales, modifient la cible et adoptent de nouvelles frontières en fonction des ressources du terrain, permettent à la balle de la paume de rebondir sur le toit des galeries, accordent de nouveaux pouvoirs aux assaillants, aménagent les modalités du score, etc. Ces transformations modifient-elles ou non l'identité du jeu considéré? Où s'arrêtent les frontières de chaque jeu? Un tel questionnement impose de définir avec précision l'identité de tout jeu par des traits distinctifs contrôlables. Pour chaque pratique ludique, il faudra recourir à sa logique interne qui s'appuiera sur les modalités d'action motrice sollicitées, par exemple, sur le rapport à l'espace et aux objets, ou sur les communications corporelles entre les joueurs. On pourra ainsi associer à chaque jeu sa carte d'identité ludomotrice. 5.2. L'évolutionnisme. De toute évidence, les jeux ne sont pas des pratiques figées. Ils connaissent des transformations successives que l'on peut parfois suivre au long des territoires et au cours des années, comme dans le cas du jeu de paume qui, après avoir connu de nombreux avatars depuis le Moyen-Âge et la Renaissance, a finalement abouti au tennis moderne. À coup sûr, les jeux évoluent, soit sous l'influence de facteurs exogènes comme dans les situations d'acculturation, soit sous l'influence de facteurs endogènes en fonction des propres exigences de leur déroulement. L'évolutionnisme a fait les beaux jours des conceptions relatives au jeu,
de la fin du XIXe siècle. Après la loi biogénétique de l'embryologiste allemand Ernst Haeckel, 1834 à 1919, selon laquelle le développement de l'enfant serait une récapitulation de l'évolution de la race, le psychologue américain Stanley Hall, 1844 à 1924, affirma que la succession des jeux de l'enfant récapitulerait l'enchaînement des stades invariants de l'évolution des civilisations. L'itinéraire des jeux lors du développement de l'enfant, l'ontogenèse, répéterait l'itinéraire culturel de l'espèce humaine, la phylogenèse. Cette dénomination d'évolutionnisme culturel qui sous-entend un parallélisme avec la théorie biologique de l'évolution, est en effet fort imprudente, et ce pour au moins deux raisons. Les jeux ne se reproduisent pas génétiquement entre eux comme les êtres vivants. Le jeu ne naît pas du jeu, mais d'un projet humain. Ce sont les personnes d'une communauté qui, en fonction de leur motivation, conçoivent de nouvelles manières d'agir et de se comporter au cours de leur divertissement. On peut bien sûr s'attacher à comprendre les processus qui ont conduit à ces modifications de la production culturelle ludique, mais le jeu ne connaît pas le déterminisme génétique des espèces. Parler de l'évolution des jeux est donc une métaphore à employer avec précaution. Les activités ludomotrices ne se distribuent pas sur une échelle des jeux, qui hiérarchiserait linéairement les pratiques de façon progressive vers une étape finale supérieure, comme le prétend l'évolutionnisme culturel. Cependant, un vrai problème est posé. Peut-on repérer les parcours empruntés par les différents jeux au sein d'une ou de plusieurs sociétés au cours des années, éventuellement au cours des siècles, et dans divers pays? En sachant qu'il s'agit de métaphores, pourra-t-on parler de filiation ludique, d'ancêtres communs ou de chaînons manquants? Pourra-t-on identifier la descendance linéaire ou arborescente d'un jeu ou d'un groupe de jeux? L'analyse du contexte historique sera indispensable pour éclairer les conditions dans lesquelles ces transformations se sont produites. Quand y a-t-il continuité? Quand y a-t-il rupture? L'évaluation objective de distance, de proximité ou d'éloignement entre les jeux pourra sans doute permettre de reconnaître et de différencier certaines familles de jeux. Là encore, le recours aux traits distinctifs de la logique interne de chaque jeu représentera la référence indispensable pour éviter les discours trop spéculatifs. 5.3. Le diffusionnisme. Les faits culturels se diffusent en étant plus ou moins accent aigu interprétés localement, ainsi que l'ont mis en évidence les remaniements de l'acculturation. Diffusion, acculturation et évolution sont corrélatives et s'entrecroisent en permanence. De nombreux auteurs penchent en faveur de la théorie diffusionniste, tels Charles Béard, 1895 à 1964, qui souligne que les jeux africains se sont répandus selon des circuits de propagation dont le fil conducteur a assuré une indiscutable continuité ludique. La diffusion est certaine. À d'infinies variantes près, c'est le même jeu partout, affirme-t-il à propos du jeu 3 fois Passera ou Eligi Kobotela que l'on retrouve au Congo, en Haïti, en France et en Angleterre. Cependant, note Charles Béard, la signification des scènes du jeu et de la conduite des personnages connaît une accent aigu accent aigu génation culturelle liée au symbole particulier des croyances locales, réaction typique d'acculturation. Adepte de la conception diffusionniste, Edward Taylor avait déjà insisté sur la notion de survivance culturelle, qui propose une explication à l'origine des jeux. Une foule d'activités ludiques enfantines serait ainsi le reliquat de pratiques sociales abandonnées, notamment de rites religieux désacralisés. L'origine sacrée des jeux est fréquemment avancée par les ethnologues. Dans certaines sociétés, les jeux ont été intimement liés aux mythes et aux pratiques rituelles, ainsi que le développe ci-après, de façon convaincante, Fabrice Delsahu au sujet des jeux amérindiens. C'est la survivance de procédures de divination, de cérémonies et de danses sacrées, de coutumes villageoises et saisonnières qui se manifesteraient dans une pléthore de jeux dont la signification d'origine s'est peu à peu estompée. Ainsi pour les osselets, la toupie, la crécelle, la balançoire, le cerf-volant, la poupée, le jeu de chandelle, le jeu de marelle, etc. Illustration de ces emprunts culturels, le tableau de Bruegel intitulé Les jeux des enfants exhibe une farandole de jeux dont certains réactivent des pratiques ancestrales, la poupée, les osselets, le tournoi. La théorie diffusionniste selon laquelle les phénomènes culturels se répandraient à partir d'une source unique ou d'un nombre restreint de sources,
prête à discussion. Il est vrai qu'elle peut faire valoir des analyses prestigieuses, telles celles du jeu d'échecs. Ainsi, écrit François Le Lyonnais, les historiens sont d'accord avec J.R. Murray pour faire dériver le jeu d'échecs actuel et ses diverses variantes dans le monde, d'un jeu apparu en Inde vers 570 après Jésus-Christ, appelé Chaturanga. Et l'auteur de décrire les itinéraires de diffusion de ce royal divertissement par le sud et le nord de la Méditerranée, pour gagner finalement toute l'Europe, puis les États-Unis. Le processus de propagation décrit par François Le Lyonnais s'inscrit dans un schéma étonnamment proche du schéma classique de l'évolution biologique. Le tableau est séduisant. On peut cependant s'interroger quant au fil rouge de cette évolution. Le Chaturanga se pratiquait entre 4 adversaires qui déplaçaient leurs pièces en obéissant au hasard d'un jet de dés. Est-il le même jeu que les échecs modernes, jeu à 2 joueurs seulement et de pure réflexion, dénué de hasard ? Des modifications successives, apparemment mineures, peuvent provoquer de véritables bouleversements. Au cours d'une trajectoire de diffusion, ce sont de nouvelles créations qui peuvent s'affirmer et non pas de simples aménagements d'un ancêtre commun. Là encore, la nécessité d'une identification opérationnelle des traits de logique interne de chaque jeu s'impose, si l'on veut sortir de la confusion. De nombreux auteurs perçoivent le jeu sous le sceau de l'universel. Ce seraient les mêmes pratiques ludiques que l'on retrouve partout et à toutes les époques. À l'instar de ce qui a été avancé pour le jeu d'échecs, cette ubiquité serait-elle due au phénomène de diffusion ? Cette omniprésence est fréquemment affirmée par de multiples auteurs, tels Jean Félicie Madry, 1749 à 1818, dans son dictionnaire des jeux de l'enfance et de la jeunesse chez tous les peuples qui n'hésite pas à écrire que les jeux des enfants du peuple surtout, sont les mêmes à Paris, à Londres, à Pétersbourg, au Caire, à Constantinople, à Ispahan et à Pékin. À l'identité dans l'espace, il ajoute l'identité dans le temps. Ces jeux sont absolument les mêmes que ceux qui amusaient les enfants dans les rues de Cusco sous les Incas, à Bagdad sous les califes, dans Rome, dans Memphis, dans Athènes et dans Persépolis. Pour expliquer ces permanences, Adry s'oppose au diffusionnisme et défend un fixisme universel. L'universalité des jeux, pourtant si fréquemment prônée, ne résiste pas à la confrontation avec la réalité empirique. Les jeux des Coréens ne sont pas les mêmes que les jeux des Polonais ou que ceux des Argentins. Sans nier la présence de très nombreuses analogies, les inventaires des pratiques ludiques des pays des 5 continents font surgir d'innombrables et spectaculaires disparités. Chaque société a ses habitudes bien à elle, écrivait Marcel Mauss en parlant des jeux du corps. Sans sombrer dans le relativisme culturel, on peut formuler l'hypothèse que chaque société se projette dans des activités ludiques qui contribuent à définir les traits originaux de sa singularité et de son identité culturelle. Les jeux sont à l'image de leur culture d'appartenance. La théorie d'une universalité de l'ensemble des jeux paraît non recevable. Ces différences n'empêchent cependant pas la présence de permanences partielles. La singularité ludique globale étant reconnue pour chaque culture, la comparaison des différents corpus de jeux n'en dévoile pas moins la présence indiscutable dans plusieurs d'entre eux, de jeux étonnamment semblables. Ces jeux transculturels se retrouvent quasiment identiques dans plusieurs cultures, à des époques différentes ou en des lieux fort éloignés. Un jeu complexe tel l'ours et son gardien est attesté à l'époque romaine, au Moyen Âge, à la Renaissance comme aux époques modernes et contemporaines dans une abondante production iconographique, de même pour le cheval fondu ainsi que pour d'autres pratiques plus classiques telles que les échasses, le cerceau, la toupie, les noix, les quilles, etc. Bien entendu, tout jeu prend sa signification dans le cadre de son contexte social susceptible d'attribuer un sens variable à des caractéristiques identiques. Il n'en reste pas moins que la présence du même jeu, à logique interne semblable, dans plusieurs cultures différentes, pose un problème intéressant surtout quand le jeu est complexe. Quelle signification conférer à cette transculturalité accent aigu ludique ? Celle-ci ne témoigne-t-elle pas, au sein d'environnements disparates, de caractéristiques sociales partagées ? 6. Mondialisation culturelle et ludodiversité. 6.1. La mondialisation, une standardisation universelle ? Une idée force s'est imposée au cours des dernières décennies. L'ensemble des sociétés contemporaines s'orienterait vers un modèle culturel unique. Celui-ci se traduirait par une certaine uniformisation des comportements dans les grands secteurs de la vie sociale,
alimentation, habillement, logement, communication, transport, loisirs, le tout dominé par la standardisation des biens de consommation dont la production de masse accorde aux impératifs du marché une importance cardinale. Les moyens audiovisuels, notamment la télévision et Internet, qui se généralisent dans tous les pays, standardisent les représentations et les façons d'agir. Les nouvelles technologies canalisent les comportements et tendent à les unifier. La mondialisation des pratiques estompe les singularités locales au profit d'une standardisation universelle. On retrouve ici une convergence vers un modèle culturel unifié, dont les ressorts principaux sont de type économie. Ce courant d'homogénéisation culturelle connaît une expression spectaculaire dans la position défendue par Francis Fukuyama qui, en 1989, prophétise la fin de l'histoire, au sens où, après maints soubresauts, les sociétés modernes s'orientent toutes vers un même système économico-politique. Il écrit : la démocratie libérale pourrait bien constituer le point final de l'évolution idéologique de l'humanité, et la forme finale de tout gouvernement humain, donc être en tant que tel la fin de l'histoire. On est là devant une conception hyperbolique et très discutable de convergence universelle, qui, en jumelant le processus uniformisant du développement économique au désir de reconnaissance identitaire, représente une théorie totalisante de la culture. Retrouve-t-on dans le domaine des jeux des phénomènes de la même inspiration ? De façon flagrante, un processus de ce type s'observe dans le cas du sport. Les façons de jouer et d'agir deviennent unifiées. Les règlements imposent des contraintes qui canalisent impérativement les manières efficaces d'agir et de réagir. Les techniques sportives tendent à se standardiser aussi bien en athlétisme, saut, lancer, course ou en natation, brasse, crawl, papillon, que dans les sports collectifs, handball, basketball ou dans les sports de nature, ski, canoë-kayak, surf. Tous les athlètes sautent aujourd'hui en utilisant le même style, inventé par l'Américain Dick Fosbury, qui permit à celui-ci de remporter la médaille d'or du saut en hauteur aux Jeux olympiques de Mexico. Le fait est d'autant plus étonnant que cette technique est a priori aberrante, dans la mesure où le franchissement dorsal rend très vulnérable le sauteur qui risque de se blesser s'il ne protège pas sa réception sur le dos par un épais matelas de mousse. On voit clairement que les pratiques sportives, qui étaient présentées comme spontanées et naturelles, sont devenues des fabrications corporelles éminemment culturelles et, en l'occurrence, mondialisées. De toutes les pratiques culturelles, le sport représente sans doute une de celles où l'uniformisation des comportements est la plus prononcée et où le processus de convergence connaît sa plus spectaculaire illustration. Des joueurs de volley-ball du Japon et d'Espagne, brutalement mis en présence, pourront effectuer une compétition officielle qui se déroulera impeccablement alors qu'ils sont incapables de communiquer verbalement. Des règles communes créent un univers commun. Dans chaque spécialité, la recherche de la performance induit des techniques précises en nombre très restreint et parfois même unique. Tous les sauteurs à la perche sautent de la même façon, tous les lanceurs lancent de manière quasiment identique. Et si une technique se révèle encore plus efficace, les athlètes adoptent rapidement ce nouveau standard. Les particularités individuelles ou les originalités de club ne sont que des nuances greffées sur un modèle omnipotent adopté par tous. Le sport est le moule mondial dans lequel se coulent les motricités locales. Peut-on en conclure que les jeux sportifs sont irrémédiablement condamnés aux actes standardisés de la mondialisation ? Peut-être faut-il faire davantage preuve de prudence. Cette pression qui aplatit les singularités comme un rouleau compresseur est sans doute moins réelle qu'il n'y paraît. L'ethnologue Jean-Pierre Varnier conteste vigoureusement le point de vue de l'unification. Parler de mondialisation de la culture est un abus de langage, affirme-t-il, 1999. Tout en reconnaissant bien volontiers l'envahissement des marchandises industrielles dont la diffusion est planétaire, cet auteur plaide plutôt pour une non-mondialisation de la culture, en observant que l'humanité est une machine à créer de la différence. L'approche macroculturelle de la production industrielle masque les accents aigus appropriation locale personnalisée. Chaque communauté sécrète ses propres traditions sur le plan local, fût-ce en s'inspirant de sources extérieures qu'elle réinterprète à sa façon. Autrement dit, la marche vers la convergence ne serait qu'une illusion. Cette position qui récuse le nivellement de la mondialisation, en soulignant les réponses créatives des populations autochtones,
prend le contre-pied des conceptions actuelles dans le cadre général des phénomènes économiques et sociaux. Qu'en est-il dans le domaine des jeux ? 6.2. Une ludodiversité exubérante. Sur le plan du sport et de son industrie planétaire, le jugement est sans appel. Les institutions sportives, les règles des épreuves, les équipements, les matériaux, les espaces et les temps de pratique imposent une uniformisation draconienne. En revanche, au niveau local, dans des creusets culturels originaux, fermentent des alchimies ludiques souvent débordantes de créativité. Les communautés sécrètent une contre-acculturation, peu voyante mais réelle, qui tente à préserver leur identité. C'est ainsi que de nos jours fleurissent une multitude de jeux de rue, qui représentent des façons singulières de se réapproprier des sports tels le football, le basket ou le hockey. Pascal Borde, dans le chapitre consacré aux jeux collectifs de rue, souligne que l'originalité de ces jeux peut affecter tous les compartiments de la confrontation. L'effectif des joueurs, les modalités de l'interaction, le système des scores, l'entrée et la sortie des participants, l'arbitrage, etc. Socialement marginales, ces activités ludiques, qui présentent de nombreux points communs avec les jeux dits traditionnels, apparaissent comme une subversion des sports. À côté de ces détournements du sport proprement dit, persistent des jeux dénommés habituellement traditionnels qui correspondent à des activités promues par des associations qui cherchent à les mettre en valeur. Jeux de boules, de quilles, de palets, de croquets, de fléchettes. C'est le thème du prochain chapitre consacré aux jeux traditionnels d'adultes. Li Jiawen y expose comment chaque région devient une niche culturelle où foisonnent des pratiques ludiques dont les adeptes vantent l'enracinement dans le terroir, tout en cherchant souvent à leur attribuer les caractéristiques institutionnelles du sport. Inscription, match, score, classement, cérémonie. Sous forme d'une contre-acculturation résolument affirmée, le renouveau de ces pratiques est aujourd'hui incontestable. Un autre domaine ludique, plus discret et totalement ignoré des médias, continue à faire la joie des enfants et des adolescents qui s'y adonnent. Ces jeux que nous qualifierons de conviviaux sont pour beaucoup d'entre eux issus d'une longue tradition. On retrouve une pléiade de jeux très populaires dans les siècles passés, mais quasiment ignorés de nos jours en dehors des cours de récréation et des centres de loisirs ou de vacances. Le jeu de bar, la balle au prisonnier, l'épervier, l'ours et son gardien, le cheval fondu, la balle au chasseur, la mergaruche, etc. L'historien Philippe Ariès révèle que ces jeux furent intensément pratiqués en Europe depuis le Moyen Âge, d'abord par les adultes des classes favorisées, avant d'être abandonnés aux classes populaires puis aux enfants. Sur tous les continents, en Afrique, en Océanie, en Asie, en Amérique, s'est épanouie une incroyable moisson de jeux indigènes parfois enfouis dans les mémoires, parfois toujours vivants. Si l'on considère tout l'ensemble de ces jeux dits traditionnels, on assiste à une véritable explosion ludique. Cet héritage donne naissance à un patrimoine ludo-culturel particulièrement riche et bariolé. Dans l'introduction de sa très documentée Encyclopédie des sports, 2005, Wojciech Liponski signale qu'il a collecté des informations sur environ 8000 sports et jeux indigènes. Il n'est donc pas abusif de parler d'une ludodiversité qu'il semble à coup sûr intéressant de préserver. Cette position que nous avons déjà défendue lors d'une conférence à l'UNESCO en 1989 est partagée par d'autres chercheurs qui se consacrent à l'étude des jeux traditionnels, tels Roland Renson. Face à cette ludodiversité foisonnante, on peut s'interroger sur l'éventuelle unité du secteur des jeux sportifs. Quel rapport peut-on déceler entre le football, le jeu de bar, la pelota mexicaine ou le beto portugais? Sommes-nous dans le même univers? Derrière cette diversité, peut-on déceler une unité? Plus globalement, les sports modernes et les jeux traditionnels appartiennent-ils à une même catégorie dont on pourra montrer la cohérence interne? 7. Un PRATRIMOINE culturel qui revit dans les gestes du corps. 7.1. Une ethnomotricité révélatrice. Les jeux sportifs traditionnels font partie d'un patrimoine culturel de type immatériel et s'expriment par des actes corporels. Tout comme le conte, le jeu physique met en scène la mémoire des siècles passés qui revit alors dans les gestes du corps. Et cette création gestuelle, différente selon qu'on se trouve en Inde, en Écosse, au Canada ou au Mali, est marquée d'un sceau identitaire. Cependant, cette identité n'est pas figée. Soumis aux influences de l'environnement, les jeux se transforment, les jeux se transmettent, les jeux se renouvellent.
Ceci est vrai pour le jeu d'échecs, mais tout autant pour le jeu de paume ou pour le football. Les jeux sont le fruit d'une histoire qui continue de s'écouler, et sont à la confluence des déterminants du contexte qui les font évoluer. On ne peut comprendre les jeux et les valeurs dont ils sont porteurs, qu'en les replaçant dans leur environnement historique et social. Étant en phase avec les normes et les sensibilités de leur territoire, ils apparaissent comme vecteurs d'une identité régionale ou nationale. Les jeux dogon, chinois, malgaches ou argentins deviennent les vitrines culturelles d'une ethnomotricité révélatrice des traits culturels saillants de leur communauté. Par ethnomotricité, nous entendons le champ et la nature des pratiques motrices envisagées sous l'angle de leur rapport à la culture et au milieu social au sein desquels elles se sont développées. Le jeu de chaque ethnie s'exprime par ses jeux. L'étude précise des activités de terrain a permis à des chercheurs africains de mettre en évidence l'originalité des cultures ludomotrices Bambara, Dogon ou Wolof. Gora Mbodj analyse les activités ludiques du Sénégal en montrant qu'elles font partie intégrante de la culture Wolof, et Albert Sanon signale que les jeux ritualisés du Burkina Faso épousent les valeurs des communautés ethniques d'accueil. De son côté, Mohamed Ould Salek dégage les traits structuraux maliens de la boucle du Niger en soulignant qu'ils participent de l'identité culturelle de chaque communauté d'appartenance. Cette fécondité ludique n'a pas échappé au Comité intergouvernemental pour l'éducation physique et le sport, CIGEPS de l'UNESCO qui affirme « Les différentes cultures autochtones du monde ont produit toutes sortes de jeux et de sports traditionnels, qui sont autant d'expressions de la richesse culturelle des nations. » Cette richesse apparaît aujourd'hui menacée. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, disait en 1960 Amadou Hampâté-Bâ. En écho, nous sommes tentés d'ajouter « Quand des jeux traditionnels disparaissent, c'est tout un pan de la culture qui s'effondre. » L'abandon progressif des jeux traditionnels que tous les observateurs constatent aujourd'hui, aussi bien dans les pays occidentaux que dans les pays en développement, ne manque pas d'être préoccupant. 7.2. Apprivoiser l'étrangeté culturelle. Ces milliers de pratiques différentes provoquent l'émergence d'un patrimoine culturel foisonnant. Les formes des jeux, leurs pratiquants, leurs espaces, leurs accessoires revêtent des aspects extraordinairement variés. On est en présence d'une ludodiversité exubérante. Le fait pour les jeux sportifs d'être partie prenante de la culture leur confère un surcroît d'importance dans la cité. Ne devient-il pas fondé de leur attribuer un pouvoir structurant dans les processus de socialisation ? Si les jeux sportifs font vivre sur un mode pratique les normes et les valeurs d'une société, ne sont-ils pas pour les participants une indispensable préparation à leur future vie d'adulte ? Le jeu sportif peut être considéré comme un mode d'entrée dans une société, comme une initiation à cette société. Il familiarise avec les façons d'agir d'une communauté, avec ses formes de communication, ses façons de s'affronter ou de s'entraider, ses manières d'utiliser les espaces et les objets. Il impose souvent de se fondre dans un groupe et de se soumettre à des règles collectives. Manifestement, la pratique des jeux sportifs représente un excellent parcours initiatique. Facteur d'identité et de diversité culturelle, en cela même les jeux traditionnels posent un problème irritant. Leur très grand nombre et le fait qu'ils se revendiquent comme l'étendard de leurs territoires respectifs n'entraînent-ils pas un risque de non-communication entre les différentes cultures ? La diversité de ce riche patrimoine révélant une multiplicité d'identités, ne se dresse-t-elle pas comme un obstacle à une compréhension interculturelle ? Il convient de renverser la façon d'aborder cette apparente opposition, de telle sorte que la disparité du patrimoine ludomoteur ne soit plus un obstacle mais devienne un atout. Cette immense variété offre en effet des ressources inédites aux représentants des autres cultures qui, par la pratique de ces jeux inconnus, découvrent de nouvelles façons d'utiliser leur corps et d'entrer en communication motrice avec autrui. Vivre corporellement et de l'intérieur une culture en se livrant au jeu de celle-ci est une manière stimulante d'apprivoiser la diversité. C'est une façon d'engager un rapprochement avec un autre univers, c'est une entrée en tolérance culturelle. Dans cette optique, l'UNESCO, dans un rapport préliminaire pour l'élaboration d'une charte internationale des jeux et des sports traditionnels, proposait de rendre tangible le respect de la diversité culturelle et à renforcer la préservation des identités culturelles, par la compréhension mutuelle et le respect des différences, 2005.
Il ne s'agit donc pas de supprimer les différences et d'adopter les mêmes règles pour tous comme dans le cas du sport, mais d'apprendre à connaître et à respecter les comportements propres à chaque culture. Le jeu sportif joue un rôle potentiel dans le fonctionnement de la société et dans la formation du citoyen. Ce rôle est-il spécifique ou se contente-t-il d'accompagner les différents processus sociaux ? Dans le cadre de la Conférence générale de 2005, l'UNESCO a insisté sur le fait que le patrimoine culturel constitué par les jeux traditionnels doit être protégé et mis au service de la socialisation. Il doit notamment favoriser l'amélioration de la qualité de l'éducation physique et sportive dans les systèmes éducatifs. Pour mener à bien cette exigence éducative, il est indispensable d'explorer le contenu des jeux sportifs et de mettre au jour les grands principes de leur fonctionnement. On voit qu'il y a à réfléchir sur l'originalité des techniques du corps, dont parlait Marcel Mauss. Les activités qui mettent le corps en jeu, les pratiques ludiques fondées sur l'action motrice offrent-elles des ressources spécifiques ? 7.3. Perspective, une ludo-unité. Les sciences sociales autorisent aujourd'hui à porter un regard plus éclairé que par le passé sur les pratiques corporelles et ludiques. Quelles conclusions provisoires pouvons-nous tirer du rapide tour d'horizon précédent ? Il semble désormais acquis que les jeux physiques traditionnels font partie de la culture. Leur mise hors champ culturel relèverait d'une idéologie élitiste, étroite et compassée. Il est reconnu que les manières de jouer représentent des activités aussi dignes d'intérêt que les manières de se nourrir, de se vêtir ou de bâtir. Le jeu n'est ni au-dessus, ni au-dessous de la culture, il est dans la culture. L'extraordinaire hétérogénéité du patrimoine culturel des jeux et des sports apparaît plus comme une richesse que comme une barrière interdisant la communication. L'ambition affichée par l'UNESCO est, par l'intermédiaire des jeux traditionnels, entre autres, de favoriser une meilleure entente entre les peuples, de développer un climat de respect mutuel et de fraternité. Le profond enracinement des jeux sportifs dans leur culture d'appartenance souligne qu'un tel projet repose sur de solides fondements. La ludo-unité est alors à rechercher dans le fait que toutes ces pratiques sollicitent la mise en jeu corporelle, la mise en œuvre des techniques et des tactiques du corps. L'analyse de l'action motrice déployée dans les jeux sportifs pourra mettre au jour des processus communs, des universaux qui témoigneraient de cette communauté partagée par toutes les cultures de la planète. On y décèle de l'unité dans la diversité. L'extrême diversité des particularités locales des jeux sportifs illustre paradoxalement des tendances partagées par toute l'espèce humaine, autrement dit illustre l'unité globale de la culture de l'humanité. Bibliographie. ADRY Jean Félicissime, 1807. Dictionnaire des jeux de l'enfance et de la jeunesse chez tous les peuples, Paris H. Barboux. Ariès Philippe, 1973. L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, Paris, Le Seuil. Béard Charles, 1960. Recherche des éléments d'une sociologie des peuples africains à partir de leurs jeux, Paris 5e, Présence africaine. Caillois Roger, 1958. Les jeux et les hommes, Paris Gallimard. Cuche Denis, 1996. La notion de culture dans les sciences sociales, Paris, La Découverte. DELSAHUT Fabrice, 2013. Jeux et rites en Amérique du Nord précolombienne, Confère Infra. Duverger Christian, 1978. L'esprit du jeu chez les Aztèques, Paris La Haye New York, Mouton éditeur et accent aigu HESS. Elias Norbert et Dunning Eric, 1994. Sport et civilisation. La violence maîtrisée, Paris Fayard. Fukuyama Francis, 1992. La fin de l'histoire et le dernier homme, Paris Flammarion. Hébert Georges, 1936. L'éducation physique virile et morale par la méthode naturelle, tome 1. Exposé doctrinal et principes directeurs de travail, Paris Librairie Vuibert. HUIZING à Johann, 1951. Homo Ludens, essai sur la fonction sociale du jeu, Paris Gallimard. Jawengui 2005. Les luttes celtiques de Bretagne et du Cornwall. Du jeu au sport, Noyal-Pontivy édition. Confédération Falsab. Jeux traditionnels et environnement institutionnel, Confère Infra. LABURTHETOLRA Philippe, et Varnier Jean-Pierre, 1992. Ethnologie Anthropologie, Paris PUF.
Le Lyonnais François, 1974. Le jeu d'échecs Paris Puf. Lévi-Strauss Claude, 1962. La pensée sauvage Paris Plomb. 1952. Race et histoire Paris de Noël UNESCO. LIPONSKI Voitcher, 2005. L'encyclopédie des sports Paris Grund. Mauss Marcel, 1950. Sociologie et anthropologie, Paris Puf. Mbodj Gora, 1981. Place des activités motrices de tradition dans l'éducation des conduites motrices à l'école élémentaire sénégalaise. Thèse pour le doctorat de 3e cycle, Université Toulouse-Le Mirail. Ould Salek Mohamed, 1995. Les Jeux sportifs de l'Afrique de l'Ouest précoloniale. Une ethnomotricité originale, thèse, Université Paris 5. Par le Bas-Pierre, les universaux des Jeux sportifs, Inge Bonhomme et al., la place du jeu dans l'éducation. Histoire et pédagogie, colloque international, Paris, 1989, FFEPGV Maison de l'UNESCO, Paris, 1989, page 141 à 150. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.